Winston, la cigarette qui fait naître la flamme 20 fois par paquet. Parce que j'éprouve un certain plaisir à fumer, alors que j'en aurai assez, je ne fumerai plus. Il y a une question que plus personne ne se pose, mais qui m'intrigue. Pourquoi certaines personnes se mettent à fumer? Est-ce que ce sont les gens les plus manipulables sur cette terre? Ou est-ce qu'ils sont simplement faibles? Ou alors peut-être que tout a été fait et pensé pour qu'ils tombent dans ce piège? Parce qu'on va pas se mentir, peu importe la personne qui a déjà testé une fois de fumer, sait que c'est dégueulasse. Tu tousses, tu pleures, ça te brûle la gorge, tes yeux piquent, et t'as littéralement l'impression que tes poumons essayent de s'échapper de ta cage thoracique. Et franchement, si c'était un produit alimentaire, il aurait déjà été retiré du marché depuis très longtemps. J'avais envie de dire belle lurette, mais certains d'entre vous auraient déjà quitté la vidéo. Et pourtant, milliards de personnes partout dans le monde ont continué. Et mieux que ça, elles ont insisté, elles se sont forcées et ont recommencé encore et encore jusqu'au jour où ce geste est devenu banal et automatique. Et c'est ça qui est étrange, parce que dans la vie, quand quelque chose te plaît, tu le sais tout de suite. Un bon parfum, un sport sympa ou même un petit verre de... Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Parce qu'en fait, je sais même plus ce que je peux dire ou pas dire sur YouTube. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, le monteur va être content car il va devoir remplacer toutes les cigarettes par des Chupa Chups. Alors si c'est pas pour moi, mettez un like pour lui. Alors comment on a réussi à rendre désirable un produit qui au premier contact est plus que repoussant? Et surtout, comment on a fait pour en arriver à ce que des gens défendent un produit qui les tue à petit feu, comme si c'était leur père qui roulait les cigarettes? Et dans cette vidéo, ce que je vais vous raconter, je ne l'ai pas inventé. Et vous allez comprendre pourquoi ceux qui sont tombés dans ce piège, ce ne sont pas forcément des gens qui ont manqué de volonté, mais plutôt qu'ils ont été piégés. Bon, avant d'être un problème de santé publique et avant d'être une addiction de masse, le tabac c'est d'abord une curiosité. Et quand il arrive en Europe, on n'est pas du tout dans la logique que l'on connaît aujourd'hui. Juste une plante un peu bizarre qui nous vient de très loin, ramenée du Nouveau Monde, entourée d'un certain mystère. Et en France, le tabac débarque aux alentours du XVIe siècle. D'ailleurs, petite interruption, mais si jamais je donne une mauvaise information ou si je manque de précision, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires, je compte sur vous. Comme d'habitude, je n'ai pas la science infuse, j'ai essayé de m'instruire pour vous faire cette vidéo et la partager au plus grand nombre, donc n'hésite pas à la partager à un pote qui fume, ou non d'ailleurs. Merci. Et donc, comme beaucoup de choses exotiques, à l'époque, on le regarde pas comme un vice, mais comme un remède potentiel. On lui prête des vertus contre les maux de tête, la fatigue, les douleurs, et on le consomme sous forme de poudre, de feuilles et parfois même d'infusion. Bref, c'est encore rangé dans la catégorie de... Les gars, ça peut pas faire de mal, c'est naturel, de malade. Et je vais vous spoiler, hein, mais tout ce qui vient de la nature n'est pas forcément bon. Je t'invite à essayer en mangeant une amanite phalloïde. Et je me rends compte que ça ressemble énormément à phallus. J'aurais dû choisir quelque chose d'autre. C'est un champignon, pour ceux qui se demandent, c'est un champignon. Mais surtout, le tabac n'est pas un produit populaire. Il circule dans les milieux aristocratiques, chez les élites et la cour. C'est cher, c'est rare, c'est presque un marqueur social. On ne fume pas pour se détendre après le boulot, on consomme le tabac comme on consommerait aujourd'hui un parfum de luxe ou une épice rare. Donc à ce stade, on ne peut pas parler d'addiction de masse, simplement car seules les personnes aisées y ont accès. Et c'est là que la différence avec les États-Unis va commencer à se dessiner. Car aux États-Unis, le tabac arrive aussitôt, mais il ne va pas rester longtemps cantonné aux élites. Le pays se construit vite, large, brutal, avec une logique très simple, produire plus pour vendre vite. Et surtout, le tabac devient rapidement un produit agricole stratégique. On le cultive, on le vend et très tôt, une petite idée a émergé. Et si on arrêtait de le consommer lentement? Money money. Parce que fumer une pipe, rouler du tabac ou le mâcher, ça prend du temps. Et le temps, ce n'est pas bon pour un business. Et c'est là que la cigarette que vous connaissez va tout changer. Et pour une raison simple, elle est petite, rapide à utiliser et surtout standardisable. Elle se consomme en quelques minutes, on peut en fumer une, puis une autre, puis une troisième, et on peut en produire des millions à l'identique et très rapidement. Et aux États-Unis, la production explose au début du XXe siècle. La cigarette devient un objet banal, présent partout et accessible presque à tout le monde. Et quand un produit destiné à une élite devient accessible à tout le monde, eh bien ça fait fureur. Et justement, on va un peu parler de lui juste après dans la vidéo. Oui, le jeu de mots était limite, mais c'est mon humour. Et pour bien comprendre cette partie, il faut que vous compreniez que l'addiction ne naît pas seulement d'une substance, elle naît aussi d'un rythme. Et forcément, quand un produit est cher et rare, c'est compliqué d'avoir un rythme régulier. Par contre, quand il coûte quelques euros et que tu peux le mettre dans ta poche,
poche, ah bah là c'est beaucoup plus facile. Cependant, en France, la transition est un peu plus lente. L'État garde longtemps la main mise sur le tabac, la diffusion est plus contrôlée, plus encadrée, mais le mouvement est quasiment le même. Et petit à petit, ça devient un objet normal, démocratisé. Le tabac cesse d'être un produit exceptionnel pour devenir un geste. Combien de cigarettes fumez-vous par jour? 3-4 par jour seulement. En moyenne 40. 3 paquets environ. Bien, cela varie entre 25 et 40. Moi, 4 paquets par jour. À peu près dans les 40. Et c'est à ce moment précis qu'il va y avoir un tournant historique. Car lorsqu'un produit circule partout, tout le temps, dans les mains de tout le monde, la question n'est plus est-ce que les gens vont le consommer, mais comment faire pour qu'il ne s'arrête plus jamais. Entre 1910 et 1930, on va complètement changer d'échelle. On rentre dans l'ère industrielle et le tabac va faire ce que font tous les autres produits industriels quand ils trouvent la bonne formule. Exploser. On passe de quelques dizaines de milliards à plus d'une centaine de milliards de cigarettes produites chaque année pour un seul pays. Elle est dans les bureaux, les rues, les transports, dans les files d'attente. Mais en France, le tabac est rapidement encadré par l'État. On met en place des structures nationales, des monopoles, puis des organismes centralisés chargés de la production et de la distribution. Et l'objectif était simple, le contrôle. Mais malheureusement, dans les faits, ce qui devait être du contrôle va surtout permettre une normalisation propre et stable. Bravo la France. Franchement, champion du monde. 98 Zidane. Bah non, c'était 2016. Et tout simplement car la cigarette devient une source de revenus, un pilier fiscal, un produit intégré à l'économie nationale. Les fumeurs ont rapporté des centaines de milliards à l'État depuis la création de la cigarette. Et forcément, vu que c'est rentable pour l'État, la cigarette change de statut. Elle n'est plus tolérée, elle est acceptée. Et petit à petit, elle entre dans les habitudes des Français. Avec filtre ou sans filtre, les gitanes caporales vous apportent sans réserve le plaisir de fumer. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on représente le français avec un béret, une baguette et une cigarette. Et c'est à ce stade-là, malheureusement, que l'addiction chimique va se mettre en place. Tout se fera petit à petit et de manière invisible. Mais ce n'est pas encore assez pour les producteurs et les fabricants. Ils en veulent toujours plus. Et c'est là que le marketing va rentrer en scène. Car c'est un filtre exceptionnel qui garde la saveur à son meilleur. Comment augmenter les ventes d'un produit? Eh bien, tout simplement en ne vendant pas de produit, mais en vendant une histoire. Et ça va se faire à coup de marketing. Et il ne sera pas timide, mais omniprésent, très intelligent, parfois cynique, mais surtout extrêmement efficace. Et les industriels commencent à adopter certaines techniques plus ingénieuses les unes que les autres. Comme par exemple, glisser des cartes dans des paquets de cigarettes. Et là, vous allez me dire pourquoi? Eh bien, tout simplement, qui n'aime pas collectionner des cartes? Sûrement pas David Lafarge. Des cartes de sportifs, d'animaux, d'actrices, de paysages, de scènes humoristiques. Et le principe est simple, une carte par paquet et une série à compléter. Résultat, les gens se sont mis à acheter des cigarettes non pas pour fumer, mais pour compléter leur collection. Comme à l'époque où on achetait des Malabar, pas parce qu'on voulait une mâchoire de Giga Chad, mais tout simplement pour collectionner des petites bêtes qui nous viennent du Japon et qui sont capables de lancer des attaques feu, air, éclair, Pokémon. C'est bon, ça parle à tout le monde? Et ça, c'est un mécanisme qu'on connaît très bien aujourd'hui. Sauf qu'à l'époque, personne ne parle d'addiction comportementale. On parle de fidélisation. Et deuxième levier, encore plus important à cette époque, la guerre. Pendant la Première Guerre mondiale, puis encore pendant la Seconde, les cigarettes deviennent un outil logistique. Elles sont intégrées aux rations des soldats, parfois achetées à prix bas, et parfois même distribuées gratuitement. Et aujourd'hui, ça va vous paraître stupide, mais l'argument à l'époque, c'était que la cigarette rend calme et aide à tenir sur le front. Et à cette époque-là, des millions de jeunes hommes découvrent ou renforcent leur consommation dans les tranchées, les bases militaires, tout ça dans des conditions extrêmes. Et quand ils rentrent à la vie civile, ils reviennent avec une addiction. 15 jours, et j'ai oublié de reprendre. Vous donnez une explication? C'est peut-être le vice. Et là, on va pas être dupe, la dépendance n'a pas été créée au hasard. Elle a été entraînée, puis normalisée. Et là, on a le troisième levier qui, selon moi, est le plus sournois et qui va vous toucher, vous, les femmes. D'ailleurs, Véronique, bon, je t'ai déjà dit, quand tu regardes les vidéos, tu mets un pantalon. Je sais pas pourquoi Véronique. Car pendant longtemps, fumer était mal vu chez les femmes. Association à la vulgarité, au vice, à la transgression sociale. En même temps, ça se comprend, rapprocher un objet en forme de phallus entre ses lèvres, même en étant un homme,
Désolé. N'importe qui allume une cigarette qu'il met dans sa bouche, il y a un shaitan qui ouvre son pantalon qu'il dans son zizi starfall. Et donc, l'industrie va faire exactement l'inverse. Elle va retourner la stigmatisation. Aux États-Unis, dans les années 1920, certaines campagnes associent la cigarette à la liberté, à l'indépendance et à la modernité. Fumer devient un geste d'émancipation, un doigt d'honneur aux conventions. Oui, mesdames, mettez des pantalons et achetez des Marlboro Light. On ne vend plus une cigarette, on vend la liberté des femmes. Et dans le même temps, d'autres campagnes, pour bien finir les femmes, ciblent un autre point très précis, la minceur. Et des slogans expliquent très sérieusement qu'il vaut mieux fumer une cigarette que manger un dessert. Voilà, et si tu veux maigrir aussi, hein, tu peux aussi choper un cancer au lieu d'aller à la salle de sport. Non, ça marche, si ça marche, j'ai vu, ça marche. Et en France, ces codes arrivent avec un léger décalage, mais ils arrivent quand même. J'ai peur de grossir. Comme c'est déjà fait. On a ensuite le 4e levier qu'on connaît encore à l'heure d'aujourd'hui. À l'heure d'aujourd'hui, ça se dit ou pas? À l'heure d'aujourd'hui, de tout de suite maintenant 14h30, je crois. Je sais pas à quelle heure chez vous, dites-le dans les commentaires. D'ailleurs, si vous aimez cette vidéo et cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Je sais que vous aimez pas quand je vous le dis, mais je vous assure que ça m'aide énormément et ça permet de soutenir la chaîne et surtout de faire voir ces vidéos à un maximum de personnes. Donc le trio gagnant, booster la vidéo, liker, la partager, la commenter, t'abonner et m'envoyer tes codes de carte bleue. Merci. Bon bah le 4e levier est simple, hein. Le cinéma, les stars, Hollywood devient une vitrine géante. Les acteurs fument à l'écran, les héroïnes fument avec élégance, les hommes fument pour paraître forts, mystérieux et virils. Alors qu'on sait maintenant que fumer des cigarettes provoque une baisse de la testostérone et une infertilité. Donc vraiment l'inverse de la virilité. Et là, on va parler du 5e levier, qui est le plus dérangeant, je pense que vous serez d'accord avec moi. Et surtout, ce levier, je l'ai subi. Et je pense que beaucoup d'entre vous de ma génération l'ont aussi vécu. Les enfants. Alors, officiellement, les enfants ne sont pas ciblés. Par contre, officieusement, tout est fait pour qu'ils s'habituent à l'imaginaire de la cigarette. Aux États-Unis, certaines marques utilisent des mascottes très attractives, des personnages colorés, souriants, et même des cartoons. Et le plus connu restera longtemps un chameau à lunettes de soleil, plus proche d'un dessin animé que d'un produit toxique. Et en parallèle, on voit apparaître des produits dérivés. Bon, la base, des briquets, des cendriers, des affiches, mais surtout les fameuses cigarettes en chocolat ou au chewing-gum. Je vous le dis maintenant parce que ça m'a l'air totalement absurde, mais mes parents m'achetaient des cigarettes en chocolat et je faisais semblant de fumer. J'avais moins de 10 ans. Tenir quelque chose entre les doigts, le porter à la bouche et imiter les adultes. Alors oui, ça ne va pas créer des fumeurs, mais ça va créer des habitudes. Et à tout ça, on voit un point commun se dessiner. Fumer, c'est cool. C'est bon pour toi. Et à ce moment-là, le travail est fait. Les industriels n'ont plus besoin de forcer la main. Ils ont juste besoin d'entretenir de temps en temps la flamme. Et ça a été suffisant pour créer de la dépendance chimique chez absolument tout le monde. Mais c'est à ce moment-là que la science va faire son arrivée. Salut! Mais vous êtes qui? Moi, c'est la science. D'accord. Mais malheureusement, elle va arriver un peu tard. Parce que même si tout le monde fume, il y a toujours une petite voix qui traîne quelque part qui te dit « Quand même, hein, ça pique la gorge, hein, c'est normal de pleurer. Pourquoi quand je crache, il y a du sang ?» Et cette voix, il restait à l'éteindre. Et surtout rapidement, avant que la science débarque. Et pour ça, ils ont utilisé un outil terrible, l'autorité médicale. Dans les années 30, 40 et 50, on voit apparaître des publicités qui utilisent explicitement des médecins, ou en tout cas des figures médicales, blouse blanche, stéthoscope, ton sérieux et vocabulaire pseudo-scientifique, avec des slogans du type « Les médecins préfèrent cette marque, recommandée pour la gorge, apaise le stress ». Fait grossir les testicules. Ok, non, ça là, ils l'ont pas dit, j'avoue. Pourquoi toujours je m'emporte, je sais pas. Ça m'excite de faire des vidéos, je crois. Bon, par contre, en France, le discours était un petit peu plus subtil. On n'a jamais dit aux Français que fumer, c'était bon pour eux, mais on leur a dit que cette cigarette était plus douce, que celle-ci irritait moins la gorge, ou que celle-là est légère et qu'elle enlève la fatigue. Et ce qui est drôle, c'est que chez nous, on compare pas la cigarette à l'absence de cigarette, mais on compare la cigarette à une autre cigarette, comme s'il n'y avait pas d'alternative. Comme par exemple, juste respirer de l'oxygène. Enfin, pas de l'oxygène, parce que sinon vous allez mourir. De l'air. Respirez de l'air. C'est comme si je vous disais, t'inquiète pas, sur cette voiture, il y a des meilleurs freins
que 7 voitures. Oui, mais sur cette voiture, il n'y a pas de frein en fait. Et surtout, tout ça sans te dire que tu roules sans ceinture. Oui, aussi, la ceinture n'était pas obligatoire en France à cette époque. Eh, vraiment, nos grands-parents et nos parents, ils aimaient vivre dangereusement. Et ce qui est le plus drôle, c'est que la cigarette qui crée de la fatigue, du stress, quand tu n'en as pas à fumer, eh bien, à tout ça, on répond tout simplement: mais si vous êtes fatigué, si vous êtes stressé, si vous êtes tendu, fumez, ça va vous faire du bien. Ouais, sauf que si je me sens tout ça, c'est justement parce que je fume à la base. Et pendant que j'écris cette vidéo, je suis en train de me dire qu'à l'époque, la compréhension des mécanismes de dépendance était très limitée. C'est à se demander si on avait des vrais scientifiques. Et à l'époque, si quelqu'un fume trop, c'est pas à cause de la cigarette qui rend dépendant, non, c'est à cause de lui. C'est parce que c'est lui, il sait pas se gérer. C'est peut-être le vice. Et ça, c'est parfait pour l'industrie, car elle n'est pas le coupable. Toute la responsabilité est renvoyée vers l'individu. Deuxième technique très efficace, et ça, on l'a vu dans la vidéo précédente sur les œufs, les études scientifiques orientées. Alors, c'est pas forcément des études inventées, mais des études qui posent les bonnes questions de la mauvaise manière. On va s'intéresser à la gorge, au confort respiratoire, à la sensation immédiate, mais jamais aux effets à long terme, l'accumulation et la répétition quotidienne. Résultat, on peut dire sans mentir frontalement que certaines cigarettes sont moins irritantes. Et cette phrase-là, sortie de son contexte, suffit à rassurer des millions de personnes. Et c'est là où le discours médical va être utilisé comme un outil marketing. Et tout ça parce qu'on commence à sentir une petite prise de conscience qui pointe le bout de son nez. Et c'est parfait car les avancées médicales ne sont pas encore suffisantes. À ce stade, les signaux sont encore diffus, les cancers mettent du temps à apparaître, les maladies pulmonaires ne sont pas immédiatement visibles. Et ça va permettre de maintenir cette illusion. La cigarette est peut-être imparfaite, mais c'est ok, ça passe. Et tout ça ne sert qu'à gagner du temps. Le temps que la dépendance chimique touche de plus en plus de personnes. Parce que les industriels savaient très vite que la vérité allait éclore. Mais ils devaient gagner du temps. Et justement, pendant ce temps, la science, elle, commençait à accumuler des données beaucoup moins confortables. Et quand toutes ces données vont devenir impossibles à ignorer, l'industrie va tout stopper. Non, c'est faux, ils vont juste trouver une autre stratégie très efficace. Dans les années 1950, les chiffres convergent et les observations se recoupent. Le lien entre la cigarette et le cancer du poumon devient impossible à ignorer. Et à ce stade, ce n'est plus le soupçon, on est plus dans la probabilité massive. Et l'industrie le sait très bien. Et point très important, ils le savent avant nous. Ils le savent avant leurs clients, mais ils n'ont rien dit. Ils connaissaient très bien tous les avertissements sanitaires, et pourtant, ils ont continué à faire des pubs, à inciter les gens à utiliser leurs produits et à les vendre. Et malgré que tout ça ait éclaté au grand jour, la question ce n'était plus est-ce que c'est dangereux? Évidemment que c'est dangereux, tout le monde sait que la cigarette est dangereuse. Sauf les personnes qui vont dire ouais non mais faut bien mourir de quelque chose, de toute façon, non mais moi mon grand-père il a fumé toute sa vie, il est mort à 130 ans, alors que je connais un mec sportif, il est mort à 25 ans d'un infarctus, ça veut rien dire. Ok, cette punchline a été gratuite. Mais s'il vous plaît, trouvez d'autres arguments, genre, juste dites, et alors, j'aime bien, ça me dérange pas de choper un cancer. Comme ça, tout le monde vous laisse tranquille. Parce que j'éprouve un certain plaisir à fumer, alors que j'en aurai assez, je ne fumerai plus. Est-ce que vous savez que c'est nocif? Bien sûr. Et finalement, pour les industriels, la question devient, bon bah, on fait quoi maintenant? Tout le monde sait, ils seront pas assez cons pour continuer à fumer. Maintenant qu'ils savent, ils savent, on leur a dit, ils vont mourir, ils vont pas continuer à acheter nos produits quand même. Ok, deuxième balle perdue, je suis désolé les gars, je vous jure, j'ai rien contre vous, mais pour votre santé et surtout pour mon nombre d'abonnés, essayez d'arrêter de fumer les gars, parce que si vous clamsez tous un par un, on fait quoi? On fait moins de vues, c'est ça? Le mec n'a pas de cœur, vraiment. Et là, on va rentrer dans une nouvelle stratégie, mais je voulais quand même vous parler d'un détail historique assez méconnu avant. Dans l'Allemagne, des mecs qui ont le bras tendu et bloqué vers le ciel, le tabac est fortement critiqué par le régime du petit moustachu à l'arrêt sur le côté. Et je parle pas de Charlie Chaplin, ok ? Pas Charlie Chaplin. En Allemagne, il existe déjà des campagnes anti-tabac, des restrictions et même des recherches médicales très précoces sur les effets du tabac. D'ailleurs, petite anecdote croustillante qu'on m'a dit dans les commentaires de la vidéo précédente, apparemment la première manifestation anti-tabac a été mise en place par le petit moustachu sur le côté, très énervé, qui crie tout le temps. Oui. Et ça va avoir une conséquence idéologique très particulière. Car après la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte de guerre froide, de reconstruction, tout ce qui ressemble de près ou de loin à une politique de restriction sanitaire forte devient suspect dans certains discours occidentaux. Et aux États-Unis notamment, l'anti-tabac commence parfois à être présenté comme moralisateur, autoritaire et anti-liberté.
En gros, fumer c'est être libre et critiquer la cigarette c'est vouloir contrôler les gens. Et par association, le tabac devient le camp des gentils et la régulation devient quelque chose d'un peu louche à surveiller quand même. Mais pendant ce temps-là, la science continue à avancer. Et les médecins se sont enfin décidés à tirer la sonnette d'alarme. Sauf que quand on a dit aux industriels que leur tabac était dangereux, ils ont juste répondu « Non mais attends, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est des éléments multifactoriels qui rentrent en compte, là. Ton cerveau n'est pas assez développé pour tout comprendre. » 2026, il y a encore des gens qui utilisent cette rhétorique dans des débats. Et plutôt que de s'opposer à la science, elle va essayer de l'enrober. Elle finance des organismes présentés comme indépendants, des comités de recherche, des fondations scientifiques. Le but, c'est pas de prouver que la cigarette est sans danger, mais plutôt de dire « Bon les gars, on n'est pas encore sûr, quoi. Laissez-nous encore 5, 10... 30 ans pour vérifier quoi. Ils s'intéressent à des facteurs secondaires. Ils parlent de pollution de l'air, de génétique, de mode de vie. Et surtout, ils attaquent les études adverses. Et tout ça pas sur le fond, mais sur la forme. Les échantillons sont trop petits, il y a des biais statistiques, la corrélation n'est pas causalité, la méthodologie est discutable. Les gars, c'est incroyable, mais je vais pas vous mentir, en écrivant cette partie, j'ai fortement pensé au professeur Raoult. Vous pensez ce que vous voulez, je m'en fous, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais ça m'a fait exactement penser à ça. Et quand la vérité devient enfin trop visible pour être niée, quand les autorités commencent réellement à réagir, quand les lois arrivent, car oui, elles sont arrivées heureusement, le problème ne se limite plus aux fumeurs. Il touche aussi ceux qui n'ont rien demandé. Et là, le débat va glisser vers un autre terrain, le fumage passif. Attendez les gars, j'ai quelqu'un à vous présenter. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il y a Là, j'aime trop les animaux, les gars. J'ai craqué. Je vous présente Toji. Voilà. J'ai créé une chaîne Instagram et TikTok pour mon chat et mon chien. Ça s'appelle Toji et Kuima, si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Je fais ça pour garder des souvenirs, hein, parce que lui, il va grandir, là. Hey, il est complètement taré, hein. D'ailleurs, si vous avez des conseils comment faire pour que mon chat s'entende avec mon chien, bon, je suis désolé pour cet aparté, hein. On retourne aux fumeurs. À partir de 1960, le terrain commence sérieusement à se dérober sous les pieds de l'industrie du tabac. Le lien entre cigarette et cancer n'est plus une rumeur, c'est un fait scientifique lourd. Et à ce moment, défendre les fumeurs actifs devient de plus en plus compliqué, parce que l'argument du choix personnel commence à se fissurer. Mais surtout, un nouveau problème apparaît, le fumeur passif. Alors je sais pas quel âge vous avez dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire, mais si on est de la même génération, vous avez connu les restaurants avec des fumeurs un peu partout. Et ça, c'est horrible quand tu es un non-fumeur. Ton steak haché a littéralement le goût de la gitane maïs. Des gens qui n'ont jamais allumé une cigarette de leur vie, mais qui inhalent de la fumée tous les jours. Et là, l'argument de la liberté individuelle ne tient plus. Comme la fameuse phrase qui dit que ta liberté commence où la mienne commence. Ta liberté commence où la mienne... Ma liberté s'arrête là où celle des autres commence. Et là, l'industrie a encore une autre stratégie. Il nie pas l'existence de la fumée passive, mais il parle de dose. Oui, c'est vrai, il y a de la fumée, mais c'est négligeable. Un petit cancer, un petit peu de gazouze, un petit peu de soda. Oui, il y a des substances nocives, mais c'est dilué, il y a aucun risque théorique, et en plus c'est même pas mesurable. Et surtout, il martèle l'idée que la ventilation suffit. Oh, il y a un peu de fumée, t'ouvres une fenêtre et ça va le faire. Frérot, il fait moins 3 degrés, on est en février. Je sais pas. Et ça refinance des études qui mesurent la concentration de fumée selon la taille des pièces, selon le nombre de fumeurs, selon le débit de l'air. Et encore une fois, le but c'est pas de démontrer que le fumage passif est inoffensif, c'est de dire qu'ils ne sont pas sûrs. Et de gagner du temps. Mais cette fois-ci, heureusement, la stratégie va beaucoup moins bien fonctionner. Et tout simplement parce que le fumage passif touche des populations très sensibles comme les enfants, les femmes enceintes, les travailleurs qui y sont exposés quotidiennement ou même les asthmatiques. Force à vous. Et c'est à ce moment, enfin, que le tabac est reconnu comme un problème collectif. Et l'État légitime pour intervenir. Les lois passent, les habitudes essayent d'être changées, et la cigarette recule dans l'espace public. Mais ce modèle n'est pas universel. Moi qui ai vécu pendant quelques années au Japon, sachez que là-bas, vous pouvez fumer dans les restaurants. Par contre, vous ne pouvez pas fumer dans la rue. Donc faites attention si vous y allez et que vous êtes fumeur. Vous pouvez prendre une très grosse amende si vous êtes pris en train de fumer dans la rue. Et là, enfin, l'industrie du tabac a perdu sa dernière bataille majeure. Elle ne peut plus nier les dangers, elle ne peut plus invisibiliser les victimes collatérales, et la cigarette est désormais officiellement reconnue comme un risque pour les autres. Mais évidemment, tu l'as vu dans le timecode, l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que chaque fois qu'un produit devient trop contraignant, trop encadré, et trop stigmatisé, il y a toujours une promesse qui arrive, une alternative, une solution, un nouveau discours. Et quand on regarde un peu de plus près et qu'on a vécu assez longtemps, on voit très bien les schémas qui se répètent.
La vape qui ne débarque pas comme un gadget, mais qui arrive comme une promesse, réduire les risques liés à la cigarette. Elle a été pensée à la base comme une alternative, notamment pour les fumeurs déjà dépendants à la nicotine. Et pour le coup, le raisonnement est totalement logique. Pas de combustion, moins de goudron, parce que je vous rappelle que la composition des cigarettes s'est dégradée de plus en plus avec les années. Sans parler du prix, et les fumeurs, vous faites pigeonner. Vraiment, le nombre de taxes que vous payez sur vos paquets, il est incroyable. Merci à vous de financer toutes les structures publiques. Sans vous, je pense qu'on n'aurait plus d'hôpitaux en France. Donc un grand merci quand même. Très vite, la vape va changer de public et surtout de discours. On ne parle plus simplement de fumeurs qui veulent arrêter, mais on commence à voir apparaître des vapoteurs qui n'ont jamais fumé une cigarette de leur vie. Je connais des gens qui ont commencé à fumer avec des vapes. Et là, quelque chose cloche. Pourquoi quelqu'un qui n'a jamais fumé de sa vie se mettrait à vapoter? Et la réponse est simple, et c'est la même que tout au début de cette vidéo, le marketing. Les cigarettes électroniques se transforment progressivement en objets attractifs, design, soigné, couleurs vives, lumière, goût sucré, fruité, friandises gourmandes, un peu comme le minou de Maeva Genam. Ok. Non mais si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les bonbons de Maeva Genam, vous n'allez pas comprendre cette punchline, et je vais passer pour un gros crado. Donc s'il vous plaît, allez voir cette vidéo. Sinon, c'est très gênant. On est très loin de l'image du substitut médical. On est beaucoup plus sur une approche d'un produit de plaisir. Et moi, ce qui me dérange, c'est surtout que c'est un produit très jeune. Parce que, on va le dire clairement, les goûts sucrés, les couleurs flashy, les dispositifs jetables, ce ne sont pas vraiment des choix neutres. Ce sont des codes qui parlent aux adolescents. Et exactement comme à l'époque, où on utilisait des dessins animés pour vendre des cigarettes, c'est exactement le même pattern. Alors, il y a quand même quelque chose à aborder. Je ne suis pas un pro de la vape, mais toutes les cigarettes électroniques ne contiennent pas de nicotine. Beaucoup en contiennent, parfois à des quantités plus importantes que dans une cigarette, parfois beaucoup moindres, et sur certaines, on peut même gérer soi-même la quantité pour pouvoir réduire la dépendance. Mais ça veut aussi dire que même sans cigarette classique, on peut se créer une dépendance à la nicotine. Bravo. Franchement, bravo. Mais surtout, même sans parler de nicotine, on peut se créer une dépendance au geste. Et oui, tout au début de la vidéo, je vous ai dit qu'une dépendance pouvait être liée aussi à des habitudes et à des gestes. Et encore une fois, actuellement, on entend les mêmes discours qu'à l'époque. Oh, c'est pas si grave, c'est moins pire. Mais on n'a pas assez de recul. Et ça, justement, c'est vrai. Et c'est ça qui est inquiétant. On n'a pas encore assez de recul. Parce que le manque de recul ne veut pas dire l'absence de problème. Mais avec le temps, des signaux commencent à apparaître. Des irritations pulmonaires, des inflammations, des pathologies respiratoires atypiques. Et notamment une maladie dont on a beaucoup parlé, qu'on appelle communément le popcorn lungs, ou les poumons popcorn. Si j'ai bien compris, il s'agit d'une bronchiolite oblitérante. Non mais déjà, juste le nom, oblitérante. Oblitérante, on dirait un chevalier qui veut dégommer un dragon. Eh bien, ça a été initialement observé chez des ouvriers exposés à un arôme particulier utilisé dans l'industrie alimentaire. Et certains liquides pour cigarettes électroniques ont utilisé ou utilisent encore ces composés similaires. Alors, est-ce que les vapoteurs vont développer cette maladie? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais le simple fait que cette pathologie apparaisse dans le débat, ça devrait suffire à vous inquiéter. En tout cas, moi, ça m'inquiète. Parce qu'encore une fois, le schéma est le même. Au début, on rassure, ensuite, on nuance, puis on découvre. Et pendant ce temps-là, les usagers se multiplient. Et je sais pas si vous avez entendu parler de la puff, là, cette cigarette jetable, qui touchait notamment les plus jeunes, et quand je dis plus jeunes, c'est vraiment très jeune, qui a poussé cette logique encore plus loin. Produit jetable, ultra coloré, sucré, ultra simple d'accès. Pas besoin de recharge, pas besoin de comprendre, tu l'achètes, tu tires, ça fonctionne. Et très vite, heureusement, les autorités ont réagi. En France, désormais, les puffs sont interdites, officiellement pour des raisons environnementales, mais aussi parce que leur usage explose chez les plus jeunes. Alors je suis pas en train de vous dire que la vape c'est l'équivalent des cigarettes, ce serait vous mentir, surtout que j'ai pas les informations nécessaires pour pouvoir vous le dire. Mais ce qui est sûr, c'est que la vape, ce n'est pas de l'air, et les poumons ont été conçus par je ne sais qui, peut-être une race alien extérieure, peut-être une divinité avec des pouvoirs incroyables. Et bien, quand il a créé ses poumons, il les a créés pour de l'air, pas pour un arôme double pomme, tout simplement. Et ce que l'histoire nous a appris avec le tabac, c'est que quand un produit a besoin de 20 ou 30 ans pour révéler pleinement ses dégâts, il est déjà trop tard. Alors la vraie question, c'est pas est-ce que la vape est bonne ou mauvaise. La vraie question, c'est pourquoi répéter exactement les mêmes erreurs. Parce que si la cigarette n'a pas été un accident,
Eh bien, ce qui se passe aujourd'hui avec la vapoteuse ne l'est pas non plus. Et quand je prends du recul sur tout ça, je me dis que personne n'a appris des erreurs du passé. Alors c'est vrai, peut-être que la vape est moins dangereuse que la cigarette. Peut-être même qu'elle aide certains fumeurs à arrêter. Peut-être, c'est possible. J'en connais qui ont utilisé ça comme une béquille et qui s'en sont sortis au bout d'un an. Mais ce qu'on voit surtout, et ce qui est inquiétant, c'est que les mêmes mécanismes sont utilisés encore et encore. Pas trop vite pour que les gens ne puissent pas le réaliser, mais assez pour que certains se souviennent. Et là, j'avais envie de faire une conclusion où je parle de l'addiction, pourquoi les gens sont rentrés dedans, qu'est-ce qui les fait rester, pourquoi ils défendent la cigarette ou la vape, mais en vrai, j'ai la flemme. Personnellement, autour de moi, j'ai connu des gens qui sont décédés à cause de ça. Et la seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai pas forcément envie que ça vous arrive, à vous ou à vos proches. Je sais que c'est dur, je sais qu'il faut de la force. Je sais que certains d'entre vous y sont capables, certains non. En tout cas, j'espère que vous ne le réaliserez pas trop tard. Alors, pour finir, je veux juste donner un maximum de courage pour tous ceux qui ont entamé cette aventure d'arrêter le tabac, les vapes ou n'importe quelle substance qui vous a rendu addict. Soyez fort, courageux et vous allez y arriver. Et n'oubliez pas que la seule chose qui devrait rentrer dans vos poumons, c'est de l'air. Ou alors un petit chiot de 3 mois là qui il sent le popcorn, il est trop mignon. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se capte lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Abonne-toi, like et partage-la à quelqu'un de ton entourage. Je te dis bye bye et bonne vie à toi. Tchuss.